tu vis une vie normale et puis tu manges normalement. Et puis, bah, moi, juste comme ça, en ne réfléchissant plus du tout à ça, j'ai perdu du poids. J'ai perdu plus de la moitié de ce que j'avais pris, hein. Et je mange encore plus, hein. Mm. Et puis, je continue, je sens que je continue de perdre du poids. Là où je me suis sentie un peu perdue, c'est la limite entre je dois absolument accepter mon corps comme il est, parce que dès qu'on veut faire attention, ou dès qu'on a envie de se sentir bien dans son corps, c'est qu'on est grossophobe. Et maintenant, je peux suivre un plan alimentaire. Moi, je pensais que si je lâchais les brides, j'allais prendre 150 kilos. Mais j'en étais persuadée. Ouais. Franchement, j'en étais persuadée. Et je me rappelle que pendant que j'étais accompagnée par toi, j'étais allée lui écrire en lui demandant si c'était possible de faire son accompagnement sans grossir. Ça me convenait pas, j'allais voir, j'avais l'impression que j'avais la malchance en fait. Et maintenant, tout ce que j'entreprends, ça marche, ça fonctionne. Je vois tellement le bénéfice dans ma vie, mais sur tous les plans. Au boulot, ça roule, avec mes enfants, ça roule, dans mon couple, ça roule. Les difficultés, elles sont toujours là, mais moi, je suis armée. Je suis là, j'expérimente. Tout est différent. C'est fou comme ça change tout, vraiment. Et ça, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Vraiment, hein, pourtant, j'en ai fait des thérapies et tout avant. Et je suis jamais arrivée à ce niveau-là de bien-être et de contentement, quoi. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir incommensurable d'accueillir Élise pour la seconde fois sur cette chaîne. Pour tous ceux et toutes celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, probablement que vous avez vu cet entretien. Cet entretien a été publié il y a 1 an et c'est une des vidéos les plus populaires de cette chaîne YouTube. Et surtout, c'est une des vidéos dont on me parle le plus souvent lorsque les personnes arrivent en bilan personnalisé. Elles me disent ce qui m'a donné envie de prendre cet appel, c'est les témoignages. Et très souvent, le témoignage de Élise est évoqué puisque Élise est une des premières personnes à avoir témoigné sur cette chaîne après avoir fait l'accompagnement et suivi la pyramide. Et donc, aujourd'hui, 1 an après, on reçoit à nouveau Élise sur cette chaîne. Pourquoi? Parce que Élise m'a écrit et elle m'a dit que, en fait, elle se retrouvait plus dans tout ce qu'elle disait dans cette première vidéo, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, puis qu'elle n'était plus vraiment la même personne qu'il y a 1 an. Qu'en fait, l'accompagnement qu'on a fait ensemble avait des répercussions et des mouvements sur le long terme. Et je lui dis que j'étais vraiment curieux de savoir quels étaient ces changements, mais surtout, j'avais envie de les partager avec vous. Et par conséquent, voilà cet entretien qui va arriver aujourd'hui, où elle va vraiment nous parler de comment la pacification alimentaire a transformé radicalement sa manière de vivre, mais aussi comment elle a réussi à se détacher de ce processus, à s'autonomiser et à gagner en liberté de décision alimentaire, en liberté de cadre alimentaire. Vous allez voir dans cette vidéo que finalement, la pacification alimentaire ne s'arrête pas là où on pourrait l'imaginer. Je ne vais pas faire plus d'introduction. Si, comme Élise, vous voulez vivre une transformation en pacification alimentaire, vous avez toujours la possibilité de réserver votre bilan personnalisé gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel sur Zoom avec moi durant lequel on va pouvoir faire le point sur votre situation et les déblocages dont vous avez besoin pour trouver la sérénité, la paix alimentaire en sortant de vos obsessions. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en commentaire et en description de cette vidéo. Je me réjouis de faire votre connaissance. Si vous voulez être sûr de ne louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et activer clochette, la petite cloche. Ici, le Haïdar du montage pour vous dire que si vous n'avez pas vu ce premier entretien, je vous recommande vivement de le regarder en premier avant celui-ci. Vous trouverez évidemment le lien en description. Sans plus de transition, place à l'entretien. Bonjour Élise, quel plaisir de te réaccueillir sur cette chaîne YouTube une seconde fois, 1 an après la fin de l'accompagnement en pacification alimentaire que nous avons fait. C'est la première fois que je fais une redite de témoignage. Comme tu le sais, parce qu'on en a discuté, la première vidéo qu'on a fait ensemble, ton témoignage qu'on a publié il y a à peu près 1 année, a eu énormément de succès. J'ai
pratiquement à chaque fois que les gens m'appellent, me parlent de «Ah, j'ai écouté le témoignage d'Élise, j'ai écouté le témoignage d'Élise, je me suis reconnu dans les mots d'Élise», etc. Donc, c'est vraiment une vidéo qui a beaucoup impacté les gens. Tu as eu un talent hyper profond à poser les bons mots, à décrire comment tu avais vécu le process, etc. Et c'est une des vidéos aussi maintenant les plus vues de la chaîne, qui comptabilise le plus de temps de vues sur la chaîne. Donc, c'est vraiment une vidéo qui a beaucoup, beaucoup parlé à l'audience. Et dernièrement, tu m'as renvoyé, tu m'as écrit sur WhatsApp en me disant que tu avais vu une de mes dernières vidéos, tu as réagi sur cette vidéo et tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué, qui avaient bougé pour toi pendant ce temps. Et là, tout à l'heure, on a parlé et tu m'as dit, mais en fait, moi, il y a certains propos dans lesquels je ne me reconnais plus, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont évolué. Et du coup, je suis très, très curieux individuellement de savoir où tu en es et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année. Mais j'imagine que toutes les personnes qui suivent cette chaîne, toute l'audience qui est là, est aussi très, très curieuse de savoir comment les choses ont évolué pour toi. Donc, merci d'avoir réaccepté mon invitation ici et bienvenue à nouveau sur la chaîne, Élise. Quel plaisir de t'avoir ici. Bah, je suis hyper contente de te retrouver, Aïdar. Ça me fait trop plaisir de revoir ta bobine aussi. Ça fait hyper longtemps. Enfin, je te vois sur YouTube. Je suis assidûment tout ce que tu fais sur YouTube. Ça me fait souvent hyper rire d'ailleurs. Franchement, je suis souvent hilar en regardant tes vidéos parce que comme je te connais un peu, j'imagine tellement toujours ce que tu as dans la tête en fait quand tu fais tes commentaires ou même quand tu passes un bout de vidéo de quelqu'un, j'imagine tellement ce que tu es en train de te dire. Et voilà, ça me fait trop plaisir de te retrouver un an après. C'est fou quand même, un an. Ouais, c'est fou Tellement de comme, trucs en un an. comme les choses avancent. Euh, Dis-moi, Élise, comment est-ce que tu vas? Il y a un an qui s'en est écoulé depuis la fin de l'accompagnement. Avant de parler de nourriture, de corps, de ce genre de choses, juste de manière générale, globale, comment est-ce que tu te sens? Comment tu vas? Quand tu mets ça en balance avec le dernier entretien qu'on a eu ici sur la chaîne YouTube, quelle est la différence entre la Élise de ce moment-là et la Élise d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé? Il y a énormément de choses qui ont changé en fait depuis la fin de mon accompagnement avec toi. En fait, je trouve, c'est comme quand j'avais fait le premier accompagnement. Ce que je trouve génial en fait dans ce genre d'accompagnement, en tout cas dans ceux que j'ai fait moi, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent pendant l'accompagnement, mais il y a énormément de choses qui se passent après l'accompagnement. Parce que, en fait, pendant l'accompagnement, c'est très dense, tout ce qu'on vit. C'est vraiment, on ingère plein de concepts, plein de trucs. Enfin, tu vois, avec la pyramide, c'était vraiment hyper pris, c'est hyper prenant. T'es vraiment là-dedans à 100%. Moi, à ce moment-là, je vivais cet accompagnement. C'était vraiment le centre de ma vie. Parce que quand on entreprend une démarche comme ça, forcément, ça prend beaucoup de place. Et puis, du coup, en fait, on est tellement pris par ça que, enfin, moi, je laissais beaucoup d'autres choses un peu de côté. Puis quand l'accompagnement se termine, ben, on se retrouve un peu seul face à soi-même. Et puis, un peu un vide, parce que voilà, on a été très pris par ça pendant longtemps, ça dure longtemps, cet accompagnement. Et puis, bah, tout d'un coup, plus rien. Mais en fait, pour moi, le travail, il se fait là, parce que il se fait au moment où toi-même, avec qui tu es, ce que tu as, tu intègres tout ce que tu as appris, tout ce que tu as enregistré à ta vie, à ton mode de fonctionner. Parce qu'en fait, on fait des accompagnements quelque part un peu universels qui peuvent s'appliquer à tout le monde, mais on est tous différents, on a tous un parcours différent, on a tous une vie différente, des aspirations différentes. Et c'est après l'accompagnement, je trouve que les choses bougent le plus finalement. Parce que c'est là que tu intègres en toi tout ce que tu as appris, voilà, tout ce qu'on t'a offert comme vision. Ok, Donc, donc une longue période d'intégration pour toi. Je te rejoins complètement sur le fait que effectivement, c'est 6 mois l'accompagnement et pendant ces 6 mois, c'est intense, on y va, il y a plein de choses ouais, qui se passent. C'est vraiment l'expérience intense de la pacification alimentaire, mais il y a le long terme. Et ouais, aujourd'hui, c'est ce que je dis systématiquement lors des premiers appels, tu sais, les appels de bilan personnalisé, c'est je dis, je, je veux que tu comprennes que si tu t'engages avec moi dans ce processus, la vision, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois. La vision,
c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En fait, c'est vraiment un investissement et un changement de paradigme à vie. Et forcément, quand on est sur ces échelles de temps-là, bah, en fait, les répercussions du travail qu'on a fait ensemble, elles vont se dérouler sur un ton qui est très lent. Tu disais tout à l'heure qu'il y a eu un grand moment de vide après la fin de l'accompagnement. Est-ce que c'était difficile pour toi? Est-ce que tu t'es senti un peu délaissé? Est-ce que ça a été une période difficile après l'accompagnement? Ça a été une période difficile. Euh, Pas vraiment parce que je me sentais délaissée, parce que je pense que si j'en avais eu besoin, je t'aurais contacté. Ouais, Enfin, en tout cas, je ne me serais pas empêchée de le faire. ouais. Mais ça a été une période difficile parce que après, j'étais un peu perdue. Tu vois, comme je te disais, je pense dans la première vidéo, je ne sais plus si j'ai parlé de ça, mais pour moi, c'est l'apprentissage de ma vie, de me faire confiance, d'apprendre à être mon propre curseur, à être mon propre maître finalement. Et puis, ben, tu vois, pendant l'accompagnement, tu étais devenu un peu mon mentor. C'est comme si, voilà, j'avais un gourou, puis que tout d'un coup, je me retrouve sans gourou, quoi, Hmm. sans personne pour me dire, ah ben là, dans telle situation, tu peux voir les choses comme ça, ou tu peux faire les choses comme ça. Tout d'un coup, tu es obligé de te faire confiance et de devenir ton propre gourou finalement. Ouais, c'est ça. Et moi, et ben après, je pense qu'on est tous différents à ce niveau-là aussi, hein, mais je sais que moi, c'est ma plus grande difficulté. C'est vraiment de me faire confiance et de m'écouter à 100%, qu'il n'y a que moi qui peux savoir ce qui est bon pour moi. Mhm. C'est un mouvement effectivement d'émancipation et d'autonomisation. Et en fait, c'est ça, c'est de la manière dont je le vois. Tu sais, c'était drôle. Tout à l'heure, tu disais, ah, quand je vois tes vidéos, je sais ce que tu es en train de penser, etc. Et c'est vraiment ça. Moi, j'ai un sentiment que la pacification alimentaire, la pyramide et tous les outils que tu as dedans, c'est une sorte de. Tu vas un peu infuser là-dedans. Donc, tu vas pouvoir prendre tout ce que tu as besoin de prendre, en fait, tout le nouveau paradigme, la nouvelle manière de penser, cette nouvelle philosophie, tu vas pouvoir t'en imprégner. Mais ensuite, l'idée, c'est que, tu ne sois pas dépendante de ça, mais qu'en fait, c'est juste des trucs qui t'appartiennent. Tu repars avec. Et tu as ça. Ensuite, ben, voilà, tu as ta boîte à outils, ton truc, ton machin. Tu, tu, tu pars dans la nature de l'existence et, et tu t'éclates. Et justement, pour parler de manière plus tangible, plus concrète, euh, comment les choses ont évolué pour toi au niveau de ta relation à la nourriture et au corps? Tu disais dans le dernier entretien, tu disais, moi, pour moi, c'est quelque chose de réglé. Je n'ai plus de compulsion alimentaire, je n'ai plus d'obsession alimentaire. Je me suis débarrassé de tout ça et je suis vraiment dans une zone qui est confortable avec la nourriture. Ma première question, c'est est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a eu des rechutes? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une évolution dans une direction inattendue? On est tous curieux de savoir qu'est-ce qui se passe après sur le plus long terme. Alors, non, mon rapport à l'alimentation, il a été changé vraiment pour toujours. Euh, Dans le sens que j'ai j'ai plus de crainte. En fait, j'ai plus de peur. L'alimentation ne me procure plus euh, de préoccupations euh, néfastes pour moi. En fait, j'ai plus de compulsion. Alors ça, j'en ai plus jamais eu. En tout cas, enfin, disons que j'ai plus jamais rien eu que j'ai appelé comme ça. Voilà. Parce que je peux pas dire que ça m'arrive pas de me bouffer un paquet de biscuits devant la télé le soir, hein. Ouais. Ça m'arrive encore. C'est Et très rare. heureusement, et Ouais. heureusement, Et en fait, moi, je kiffe grave quand je me bouffe un putain de paquet de biscuits devant la télé, tu vois. bah, moi aussi. Et puis, je me sens pas du tout mal après, puis je me sens pas du tout mal le lendemain. Et puis, en fait, il y a aucun problème. Et Ouais. puis, je profite du moment, et puis c'est trop cool. Et puis, voilà. Donc, j'ai vraiment plus du tout cet aspect-là. Euh, je lutte.
contre mes envies, ce qu'on est censé faire, ce qu'on n'est pas censé faire, voilà. Là où pour moi ça a été plus compliqué et que les choses elles ont mis plus de temps pour se mettre en place, ça a été le rapport à mon corps. C'est que, bah voilà, suite à l'accompagnement que j'ai fait, et puis bah, le fait de remanger tout ce que je m'autorisais plus à manger, le fait de me refaire plaisir avec la nourriture et tout, c'est vrai que je pense que pendant une période, euh, tu manges beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup mangé. J'ai Oui, bah oui, la beaucoup faim mangé. extrême, la phase Ah de ouais, larve, on la connaît, c'est, voilà. ça fait partie du process. Et puis, bah, forcément, j'ai pris du poids. Ouais. Et puis, alors, je dois quand même dire que j'ai pas pris autant de poids parce que moi, comme je pense que je te le disais en accompagnement, moi, je pensais que si je lâchais les brides, j'allais prendre 150 kilos. Mais j'en étais persuadée. Ouais, Franchement, j'en étais persuadée. ouais, Et alors, pas du tout. je me souviens C'est, ça. Je me souviens. voilà. Et tu disais, mais Ça, Aïda, mais t'es sûr qu'on peut faire ça? Parce que quand même. voilà. Mais, et ça, c'est vraiment un peu dans la croyance populaire. Moi, Ouais, je vois ça dans les trucs. Alors maintenant, je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais quand je tombe sur une vidéo de fitness ou comme ça, les gens disent, oui, non, mais si on contrôle plus son alimentation, on va tous devenir obèses. Et alors, mm, c'est pas du tout le cas. Enfin, mm, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce qui m'est arrivé. mm, Effectivement, j'ai pris du poids, mais de loin, je pense même que je suis restée dans un IMC normal, hein. Je mm. pense que j'ai jamais été, voilà, je suis jamais sortie. Mais effectivement, j'ai pris du poids et ça, pour moi, ça a été difficile. Pas seulement. Alors, j'avais un meilleur rapport à mon corps dans le sens que la prise de poids ne m'empêchait plus de vivre. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'avais pris du poids que j'avais pas le droit de me mettre en short, c'est pas parce que j'avais pris du poids que j'avais pas le droit d'aller à la plage, c'est pas parce que j'avais pris du poids que j'avais pas le droit de m'éclater, c'est pas parce que j'avais pris du poids que j'avais plus le droit de faire tout le reste. Mm. Mais par contre, physiquement, je me sentais pas bien, dans le sens que j'avais une digestion qui était difficile. Avant l'accompagnement et tout ça, je faisais beaucoup de courses à pied et j'ai décidé de m'y remettre après l'accompagnement. Ouais. Je me suis remise très gentiment et tout Donc, ça, mais t'as fait une longue pause de j'ai fait une... sport. Ouais. Ouais. En fait, c'était obligatoire pour moi parce qu'autrement, je continuais d'être Dans la dans performance. la compensation. Ben Ouais, ouais, ouais. c'est trop facile de compenser par le sport, en Bah fait. oui, bah oui. C'est pour ça que je préconise souvent une pause sportive pendant le process. Ouais. Et puis, j'ai fait une... En fait, par contre, moi, j'ai fait beaucoup de sports qui ne me plaisaient pas uniquement parce que je pensais que c'était ce qui était le mieux pour avoir un joli physique. Typiquement, au contraire de toi, moi, la muscu, c'est pas mon truc du tout. Ouais. J'avais fait du crossfit. Le crossfit, c'est pas mon truc du tout. Mm. Mon truc à moi, c'est de courir, c'est d'être dehors, c'est la nature, c'est tout ça. Les sports d'endurance. Moi, j'adore ça, me mettre dans le mal, Mm. transpirer. Enfin, vraiment, j'adore ça. Ouais. Et je m'impose plus maintenant de quand même aller à la salle à côté de la course à pied parce que si je veux un joli galbe de fesses et un joli machin, c'est ça qu'il va falloir faire. Non, alors ça, c'est terminé. Je fais plus que ce que j'aime, quoi. Il y a Ouais. que ça qui compte. Mais non, j'ai envie de performer dans mon sport, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'avoir des objectifs sportifs parce que ça, moi, ça m'apporte une légèreté d'esprit, ça m'apporte vraiment un bien-être Mm. général qui est important pour moi. J'adore, voilà, j'adore le fait de me dépasser et tout ça. Et puis pour ça, physiquement, je me sentais pas bien parce que je me traînais, parce que j'avais plus de douleurs, parce que en ayant pris du poids, je me mouvais moins bien, c'est vrai, quoi. Ouais, c'était pas confortable. Ouais, c'était pas confortable. Mm. Mais ça, moi, j'ai développé du coup, enfin, en fait, là où je me suis sentie un peu perdue, c'est la limite entre je dois absolument accepter mon corps comme il est parce que euh, parce que dès que on veut faire attention, ou dès que on a envie de se sentir bien dans son corps, c'est qu'on est grossophobe, c'est que tu vois, Ouais. en fait je suis devenue très militante. Alors ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait changer de regard aussi sur les personnes grosses pour de vrai et Mm. fondamentalement. Je veux dire, c'est pas juste une apparence, c'est que fondamentalement maintenant je trouve plus une fille jolie dans la rue parce qu'elle est mince. Mm. C'est plus devenu mon critère de beauté du tout. Ouais.
Et fondamentalement, ça a changé mon regard sur le corps en général. Ça, c'est vrai. Mais j'étais un peu coincée dans ce truc de si tu veux perdre du poids, peu importe la raison, mais si tu veux pas perdre du poids, je sais pas si c'est le bon terme, mais si tu veux te sentir bien dans ton corps, tu peux pas parce qu'en fait, il faut que tu l'acceptes comme il est maintenant. Et si tu te sens pas bien dans ton corps comme il est maintenant, c'est pas normal. C'est de nouveau qu'il y a un truc qui fonctionne pas dans ta tête parce qu'il faut absolument que tu t'acceptes comme tu es. Ok, donc injonction à l'acceptation radicale. Voilà. Et là, je me suis mis dans une nouvelle case. Et puis, je faisais la guerre à tout mon entourage qui faisait attention. Enfin, si tu veux, on se remet au même titre que quand on fait super attention à ce qu'on mange et qu'on fait du régime et machin, on se met un peu en position de supériorité parce qu'on a l'impression d'avoir tout compris puis que les autres, Mm, ils n'ont rien compris. mm, Bah là, je me suis remise un peu dans cette position-là. mm, Et de nouveau, m'enfermer un peu dans un truc mental de tous ceux qui font attention, tous ceux qui prennent soin d'eux, tous ceux qui font gaffe à leur ligne, ils n'ont rien compris. mm. C'est forcément qu'ils ont un problème, c'est forcément qu'ils ont un trouble alimentaire, c'est forcément... Voilà, j'étais de nouveau un peu dans le tout ou rien. Et ça a pris du temps pour que je me réautorise finalement à faire et à être 100% comme j'ai envie en fait, et Mm, faire ce que j'ai envie et que j'ai le droit. J'ai 100% le droit de faire tout ce que j'ai envie avec moi-même. mm, Du moment que je le fais, et même ça, je voudrais pas que ça se transforme en injonction, mais maintenant, ce que je veux, c'est me faire du bien. Et mm. puis, se faire du bien, c'est se faire du bien physiquement, c'est se faire du bien mentalement, c'est hyper global, tu vois. Ouais, j'adore ce que tu dis et c'est hyper important et c'est vraiment, ça va être l'occasion d'en parler. Merci, merci Elise de venir pour parler de ça parce que c'est tellement, tellement important. Mais tu vois, quand tu dis se faire du bien, est-ce que ça te rappelle quelque chose dans la pyramide? Oui, C'est la question à laquelle, à laquelle je fais tout le temps référence quand on doit faire un choix alimentaire. C'est qu'est-ce qui me fait du bien? Et comme tu le dis, bah, qu'est-ce qui me fait du bien? Cette question, elle est ultra puissante parce qu'elle est holistique. Qu'est-ce qui ouais, me fait du bien? Ben, quand on est dans une phase de larve, de lâcher prise, quand on est au début ou pendant le process, souvent, ce qui me fait du bien, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que je me suis interdit. Ce qui me fait du bien, c'est ce qui va me permettre de sortir du mode famine et donc d'être dans l'abondance. Ça me fait du bien. Mais est-ce que parce que à ce moment donné, ce qui me fait du bien, c'est des donuts, du Nutella et des beignets, est-ce que ça veut dire que toute ma vie, ce sera ce qui me fait du bien? Et évidemment, la pas du tout. réponse, c'est non. Et du coup, moi, ma question, quand tu dis, moi, je me suis retrouvé un peu coincé dans cette injonction de je dois tout le temps m'accepter et faire attention à ce que je mange ou essayer de manger des aliments transformés, blablabla, c'est mal, c'est mauvais, c'est réservé pour les gens qui ont un problème. Est-ce que ça, tu as l'impression que ça, c'est ce que tu as entendu ou vu dans l'accompagnement dans la pyramide, ou est-ce que c'est peut-être une extrapolation que tu as faite toi de comment est-ce que tu le comprends? Est-ce que je n'ai pas suffisamment insisté à la fin pour parler justement de cette non-injonction et de cette liberté? Tu sais, il y a un moment donné où je parle de la liberté alimentaire, où je dis, en fait, je m'en fous de ce que vous mangez et de ce que vous faites ce que vous voulez, c'est juste le cas. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça, peut-être, c'est quelque chose qui t'a manqué dans l'accompagnement et que peut-être sur lequel je devrais être plus attentif avec les personnes que j'accompagne en ce moment et dans le futur? Réponds très honnêtement, hein, très franchement. C'est pas comme si on était écouté par des centaines de milliers de personnes. Non, mais très, très honnêtement, je suis sûre que tu me l'as dit. Parce que je me rappelle d'une conversation qu'on a eue, je crois même qu'on l'a eue par WhatsApp, je sais plus, je me rappelle qu'on avait parlé de la quinoa, où on s'était les deux dit que on pouvait, pendant une période, on pouvait plus blairer la quinoa parce que on s'en était tellement goinfré à l'époque, on s'était dit que ça, c'était bon pour la santé et tout ça, que quand tu es dans le, dans la faim extrême, c'est sûr que la quinoa, t'en manges plus. Puis je me rappelle que tu m'avais dit, bah moi, tu vois, moi maintenant, j'ai de nouveau vachement de plaisir à manger de la quinoa. Ouais. C'est un exemple, hein, mais et je me rappelle que tu me l'as dit, euh, que finalement après, on peut.
faire des choix alimentaires, justement. Et puis, non, mais surtout, on peut faire des choix. Je veux dire, après, on peut choisir de devenir végétarien. Tout Et à puis, fait, on peut être serein avec ça. tout à On fait. peut choisir de devenir vegan, on peut être serein avec ça. On peut choisir d'arrêter le gluten, on peut être serein avec ça. Ouais. Mais ça prend du temps. Et je pense que 6 mois d'accompagnement, ça suffit pas pour être complètement, enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas suffi pour être 100% sereine avec ça. Mhm. C'est que pendant longtemps, j'ai pensé que je devais rien m'interdire et je pense que je devais rien m'interdire parce que, parce que je l'aurais de nouveau pris comme un dogme, comme quelque chose de d'hyper restrictif, d'hyper cadré, d'hyper, voilà. Si tu Et permets, je je fais pense, juste une petite parenthèse là-dessus. Désolé, je te coupe, mais il y a tellement de choses. Après, je sais que ce sera pas. Quand tu dis je ne dois rien m'interdire, je pense que ça, c'est une règle immuable. C'est qu'on ne doit jamais rien s'interdire jusqu'à la fin de sa vie. Il faut vraiment dire à son cerveau et à son corps, jamais rien ne sera interdit. Mais il n'y a ouais, pas besoin que les choses soient interdites pour ne pas les manger. En fait, c'est pas parce que c'est autorisé qu'on le fait. Tout est toujours autorisé. Moi, c'est autorisé de me réveiller à 3 heures du matin et d'aller manger, boire un grand verre de lait avec des biscuits si j'en ai envie. Mais je ne vais pas le faire parce que je sais que ça va pas être génial pour mon cerveau, que ça va pas être très confortable et que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de ça. Et même, en fait, toutes ces choses-là, c'est tout le temps autorisé. C'est juste puisque c'est autorisé. Enfin, je sais pas, par exemple, c'est autorisé de me raser la tête, c'est pas pour ça que je le fais. C'est autorisé de ne pas me brosser les dents pendant 4 jours, bah, c'est pas pour ça que je le fais. Tout est finalement, enfin, quand c'est autorisé, ça ne veut pas dire qu'on le fait. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Ne jamais, jamais remettre d'interdit. Pour moi, c'est vraiment un pilier, ne jamais remettre des interdits. Mais par contre, ne jamais remettre d'interdit, c'est ne pas être soumis au régime de l'envie et du désir. Parce que si je me dis à chaque fois que j'ai un désir et à chaque fois que j'ai envie de quelque chose, je dois le manger, sinon c'est mal et c'est faux, alors c'est un nouveau régime. Et je sais que pour les personnes qui sont au début du process, ça peut être un peu perturbant d'entendre ça, parce qu'elles peuvent se dire, ah, mais attends, mais moi, dès que j'ai envie et un désir, je le fais. C'est génial. Si vous nous écoutez et que vous êtes au début, au milieu du process, surtout si je ne suis pas en train de vous accompagner, que vous êtes à en faire ça tout seul, par pitié, je vous en conjure, mangez tout ce que vous avez envie, autant que vous avez envie, sans aucune forme de limite, sans aucune forme de prise de tête. Là, on est à en parler avec Élise. Élise a maintenant pratiquement 2 ans dans la pacification alimentaire. Elle est à un degré qui est complètement différent de vous en fonction de là où vous en êtes. Et je rappelle aussi que chaque parcours, chaque personne a son propre rythme, sa propre individualité, son propre corps, ses propres mécanismes. Donc je vous invite, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, à ne pas vous comparer à Élise. Élise, c'est Élise et vous êtes vous. Et vous ne pouvez pas être la même personne. Et je vous invite vraiment à être attentif à ça. Voilà, c'était une petite parenthèse qui était importante. Désolé, Élise, je t'ai coupé, mais je crois que c'était bien que je le fasse. Mais je te redonne la parole. oui, puis tu as raison. Puis, alors, c'est vrai. Alors, je te rejoins tout à fait sur le fait, je crois que j'ai utilisé le mot interdit, c'est ça, hein. Mais en fait, je ne m'interdis rien. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux faire des choix maintenant sans que ça génère une frustration derrière parce que je sais que si je fais un choix à l'instant T puis que demain je veux changer mon choix et puis faire autre chose, eh ben, je fais autre chose. Et que j'ai plus ces injonctions. Mais ça, voilà, ça a pris du temps. Moi, pendant très longtemps, j'avais tellement peur. En fait, j'avais tellement peur de retourner dans les compulsions. J'avais tellement peur de me retrouver de nouveau emprisonnée là-dedans que j'ai eu besoin longtemps d'assouvir tous mes désirs alimentaires. Voilà. Et puis, j'avais une toute petite pensée pour un truc, il fallait que je le mange. Mhm. Parce que je, j'ai vraiment eu besoin de faire ça longtemps pour... Parce que il y a aussi autre chose que tu dis dans l'accompagnement qui est très, très important. Et ça, je pense qu'il faut le dire et le redire et vraiment, vraiment comprendre ça et intégrer ça, c'est que la restriction, elle est mentale et on peut vraiment avoir l'impression qu'on n'est pas en restriction. Vraiment. Et on l'est quand même. Et moi, je suis restée longtemps quand même dans une forme de restriction, avec quand même ce sentiment profond que ce que je faisais, c'était mal.
Et j'ai mis du temps, beaucoup de temps, à arrêter de mettre du bien et du mal dans mon alimentation. Et moi, c'est ce qui a pris beaucoup de temps aussi. Ouais. Et c'était en lien avec l'image que j'avais du corps. Enfin voilà, tout ça, ça a pris du temps. J'ai une question, Élise. Est-ce que tu penses que tu aurais pu vivre le parcours sans manger le moindre aliment qui te donnait envie? Parce qu'aujourd'hui, je vois fleurir sur la toile, je ne citerai aucun nom, beaucoup de personnes, de coachs, d'influenceurs qui vendent un lâcher-prise sans prise de poids et un lâcher-prise en mangeant que des aliments sains dans les termes qu'ils entendent, c'est-à-dire tu peux lâcher prise, mais en fait, tu vas quand même pas manger de la malbouffe et des cochonneries. Est-ce que tu penses que ça, pour toi, c'était envisageable? Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ça? Non, mais impossible. Non, ça aurait été idéal parce que moi, c'est ce que j'aurais voulu. C'est exactement le genre de question que j'osais pas trop te poser, mais que j'avais envie de te poser. Est-ce que, d'ailleurs, je me rappelle quand j'ai commencé le all-in, ou je sais plus comment on appelle ça, et que j'étais tellement dans cette crainte abyssale de grossir, qui était abyssale. Enfin, maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais comment je pouvais avoir tellement peur de ça? Mais vraiment, c'était une crainte immense. Et je me rappelle que j'avais trouvé une personne comme ça sur la toile qui proposait de faire la même chose sans grossir. Et je me rappelle que pendant que j'étais accompagnée par toi, j'étais allée lui écrire en lui demandant si c'était possible de faire son accompagnement sans grossir. Et cette personne m'avait répondu que ça pouvait arriver, mais que c'était pas la majorité quand même, hein. Donc, mais Attends, je fais une petite parenthèse. C'était insupportable perfection, non? parce que voilà, elle vend quand même le truc de avant-après. Ah oui, maintenant, elle vend carrément de la perte de poids complète. Voilà. Et j'ai Donc, plusieurs personnes. Alors, moi, pour le coup, là, j'accompagne des personnes qui ont fait son accompagnement. ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Et en tout cas, moi, je dis pas qu'on est obligé de grossir. Après, on a tous un métabolisme différent. Moi, je sais pas, hein. Je suis pas, je suis pas médecin. Je suis pas, je dis pas que c'est une obligation, mais je dis en tout cas que de remanger tout ce qu'on s'était interdit de manger, moi, des trucs tout bêtes, hein. Moi, ça faisait des années que je mangeais pas de croissants, que quand j'avais une collègue qui avait son anniversaire et puis qui amenait des croissants au boulot, eh ben je trouvais. Alors souvent j'en prenais un pour plus tard et puis je le mangeais pas. Alors que ça peut m'arriver hein, maintenant d'en prendre un pour plus tard et puis de pas le manger. Mais c'est parce que je sens que si je le mange, je vais me sentir fatiguée ou je vais pas en avoir vraiment envie. Mais alors si j'ai envie d'un croissant, je mange un croissant. Et Mm. ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Et je pense qu'on peut pas. Il faut que ça passe par le corps. En fait, on croit qu'on peut tout intégrer par la tête et c'est pas vrai. C'est le corps qui doit comprendre qu'il peut tout manger. C'est pas la tête. Et puis ça met du temps pour que ça passe de la tête au corps. Ah, est-ce que ça fait du bien? Je vais te faire faire les accompagnements à ma place, Elise. Je vais t'envoyer à ma place. Ok, merci pour cette réponse. Donc non, effectivement, ce n'était pas envisageable pour toi de le faire de cette manière. Maintenant, tu m'as parlé du coup de la prise de poids que tu as vécue avec l'accompagnement, etc., qui était du coup indispensable, on l'a bien compris, pour toutes les raisons qu'on a l'habitude d'évoquer, c'est-à-dire le fait de dépasser cette peur, le fait de relancer ton métabolisme, le fait de débloquer le mode famine et être dans le mode abondance, toutes ces choses-là. Maintenant, et tu l'as bien dit, on a discuté tout à l'heure, la majorité des personnes, même qui suivent cette chaîne et qui veulent se lancer dans la pacification alimentaire, elles ont dans l'idée de OK, je suis d'accord de prendre du poids si on me donne la garantie que derrière, je vais reperdre ce poids ou je vais en perdre encore plus. En fait, est-ce que la pacification alimentaire va me permettre de maigrir? Ouais. Ah, clairement, pour moi, quand on démarre un accompagnement comme ça, on est forcément là-dedans. Donc, clairement, c'est la préoccupation première. Et puis, je veux la garantie que je vais maigrir après, et même peut-être que je vais maigrir plus que mon point de départ. Ça, ce serait vraiment. Et là, je pense que si tu dis ça, si on dit, oui, vous allez maigrir plus, mais, Allez, je mais vais là, je vais mais là, tout le m'installer à Dubaï, monde. hein. Moi, la première, là, je veux dire, j'aurais même pas réfléchi, j'aurais même pas eu besoin de l'appel découverte, Ouais, j'aurais signé direct. bah ouais, ouais, Ah ouais. je sais. Mais en fait,
faut bien comprendre que quand on a terminé le processus, puis encore une fois, le processus, il n'est pas terminé à la fin de l'accompagnement, hein, mais quand on va au bout, vraiment au bout du truc, qu'on touche le fond, parce qu'on touche le fond aussi, c'est difficile, il faut le dire aussi, hein, il y a des moments qui sont hyper durs. Mais quand on se relève de ça, en fait, euh, on est, on est tellement différent de ce qu'on était avant que ça reste plus la préoccupation première. Ça peut rester une préoccupation, c'est normal en fait. On est des êtres humains, on a un corps, on a envie de se sentir bien dans son corps. C'est tout à fait légitime, il n'y a aucun problème avec ça. Merci de le dire. Mais, mais, mais c'est plus, disons, se sentir bien dans son corps, c'est plus une histoire de kilos. C'est plus une histoire de chiffres sur la balance. Ça passe par tout un tas d'autres choses en fait, Merci pour moi. beaucoup. Ce que tu dis est absolument juste et moi me fait terriblement plaisir. Mais tu sais que une partie non négligeable des personnes qui sont en train de nous écouter veulent savoir une chose. Est-ce que tu as maigri? C'est vraiment le cœur de l'intérêt. Et moi, je propose que, en tout cas, comme on a discuté tout à l'heure, ça ne soit pas un tabou. J'ai pas envie que le poids soit un tabou. Est-ce que toi, tu te sens confortable de parler de comment ça a évolué pour toi finalement? Il y a eu cette prise de poids et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Où tu en es aujourd'hui? Voilà, comment ton corps continue d'évoluer, de réagir à ce processus qu'on a vécu ensemble? Alors, voilà, donc j'ai pris ce poids et puis bah, je suis restée à ce poids qui finalement, enfin, disons que voilà, encore une fois, j'étais à ce poids-là et il m'empêchait pas de vivre. Donc, du moment qu'on s'empêche pas de vivre, on avance gentiment, le reste continue de se faire et puis du coup, ça va. Je veux dire, on n'est pas non plus, Ouais. Il y a eu un plateau. voilà, exactement. Mm. Et puis, bah, effectivement, petit à petit, j'ai commencé à perdre du poids. Mais Mm. alors, franchement, sans m'en rendre compte, hein, parce qu'en plus, alors moi, pendant très longtemps, j'ai complètement éliminé la balance de ma vie, c'est-à-dire Ouais. que je voulais plus me peser parce que ça aussi j'avais peur. Alors je me suis pesée quand même, je sais combien de kilos j'ai pris. Je savais que j'étais stable parce que je le sentais, parce Mm. que moi je m'étais acheté des vêtements plus grands parce que pour moi c'était hyper, ça aussi je pense c'est hyper important de se sentir bien dans ses vêtements parce que ça aussi c'est dur quand on est resté dans cette restriction tellement longtemps d'accepter de devoir acheter des vêtements plus grands, de devoir. Mais moi, voilà, moi, je sais qu'on en avait parlé ensemble et moi, j'ai acheté des vêtements plus grands dans lesquels je me sentais bien. Je me suis même refait un look qui me plaisait assez. Et j'ai commencé à sentir dans mes vêtements que je maigrissais, mais ça a pris longtemps. Longtemps, et c'était vraiment petit à petit. C'est juste que je mange faim et qu'en fait, ma faim, elle n'était pas de manger abondamment H24. Enfin, voilà, je- tu vis une vie normale et puis tu manges normalement. Et puis, bah, moi, juste comme ça, en ne réfléchissant plus du tout à ça, j'ai perdu du poids. Et puis, j'ai perdu plus de la moitié de ce que j'avais pris, hein. Mm. Comme ça, sans vraiment du tout y réfléchir. Mm. Je dirais même les trois quarts. Ouais. C'est Puis ce que je après, répète systématiquement, hein, c'est que la perte de poids qui peut arriver est en fait une conséquence de cet équilibre que tu as créé, enfin qui est arrivé. Et c'est une perte de poids qui est ultra lente, en fait, et donc pratiquement invisible, et dont on n'a pas conscience. Moi, c'est comme ça que j'ai perdu 10 kilos. 10 kilos, et on se dit, mais attends, 10 kilos, tu les vois. Mais en fait, quand c'est tellement progressif et lent, et surtout, moi, je me souviens avoir été choqué de me dire, mais comment j'ai pu perdre 10 kilos en mangeant autant? Parce que j'ai pas arrêté de bouffer. Je n'ai pas arrêté de manger, de manger, de manger, mais peut-être le double de l'époque où j'étais au régime. Et pour autant, j'ai maigri. ouais, pareil. Et puis j'ai mangé très différemment. Hmm. C'est-à-dire que Mais tu as le sentiment de manger plus. Aujourd'hui, tu manges plus. Tu as mangé plus pendant cette période. ouais, j'ai mangé plus et je mange encore plus, hein. Hmm. Et puis je continue, je sens que je continue de perdre du poids, mais aussi parce que c'est un tout, parce que maintenant je retrouve du plaisir dans le sport, parce que maintenant je peux de nouveau me mettre une rigueur sportive que je pouvais plus me mettre avant, parce que je peux de nouveau, parce que et puis en fait ce qui est hyper intéressant, enfin moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que maintenant je suis capable.
en fait, je me connais tellement bien maintenant, digestivement et tout. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Je vais à la CAF du boulot et puis il y a trois, quatre menus à choix, dont un menu steak frites. Moi, j'adore les frites. J'adore ça. Et donc, peut-être que instinctivement, c'est vers ce menu-là que je vais me diriger en tout premier parce que je vais me dire, waouh, steak frites, trop bien, des frites. En plus, j'adore la mayonnaise, des frites trempées dans la mayonnaise, trop cool. Maintenant, je suis capable, je, je me connais tellement bien qu'à l'instant T, je suis capable de ressentir comment je vais me sentir après Mhm. avoir mangé ces frites et ce steak. Mhm. Et puis, je peux tout à fait faire un autre choix parce que je peux sentir que je vais me sentir mieux si je mange autre chose. Et puis, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, les frites, si j'ai envie de les manger demain, je les mangerai demain. Puis, c'est peut-être, j'ai pas envie de les manger, je les mangerai pas. Mhm. Mais maintenant que je suis vraiment capable de sentir à l'avance comment je vais me sentir selon comment je vais manger. Mais c'est Et c'est tellement ça. ça Mais qui c'est prime. ah mais c'est génial, Elise. C'est tellement ça. C'est qu'est-ce qui me fait du bien? Et c'est vraiment Ouais. la question de qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis connecté à mon corps. Je peux avoir ce ressenti de plaisir différé, d'avoir le plaisir d'avoir une digestion qui est confortable. À nouveau, je le répète, ce n'est pas possible en début de processus. C'est Non. vraiment après avoir fait le process, loin après avoir fait le process. Là, on voit on parle en échelle de temps d'années euh, pour, pour, Mhm. euh, pour en arriver là, mais c'est vraiment ça. Et c'est comme, par exemple, tu vois, le plaisir différé. Moi, j'adore aller prendre des saunas. À chaque fois que je vais à la gym, ensuite, je fais un sauna. Bah, le sauna, au bout d'un moment, je suis désolé, tu as l'impression de t'étouffer. Tu as l'impression que tu vas claquer, tu étouffes. C'est pas un truc méga confortable. Pourquoi est-ce que, entre guillemets, je me force à rester dedans? Parce que je sais exactement quel bonheur et quel bien-être physique je vais avoir une fois que j'en serai sorti, que j'aurai pris un bain d'eau glacée et que j'aurai le sentiment que toute ma peau, tout mon corps respire. Et ça, ben en fait, c'est me faire du bien en mode différé. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut intégrer que progressivement. Mais merci, merci de l'expliquer aussi bien. Et en fait, c'est pas que tu manges pas les frites parce qu'elles sont interdites. T'es pas en train de te dire, oh, regarde, comme quand t'es au régime, oh, les autres, ils ont le droit de manger des frites, mais vu que moi, docteur, non, 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 il m'a dit que les frites, c'était pas bien, alors je peux pas manger des frites, alors les frites, c'est interdit, oh, alors je vais manger une salade. Non, c'est si j'ai envie des frites, je peux les manger, mais juste je fais un choix qui est différent. Ouais. Et du Parce que coup, j'ai envie de me sentir bien. est-ce que des fois, tu manges des steaks frites, Élise? Ah, bah, hyper, enfin oui, dès que j'en ai Merci. envie. Voilà. Puis Voilà. dès que j'en ai envie, alors des fois, ça peut aussi m'arriver, je pense comme pour le sauna, enfin j'en sais rien, mais ça peut aussi m'arriver de faire le choix que je sais que peut-être je me sentirais pas très bien après, Ouais. mais parce que vraiment là, les steaks frites, moi par exemple, il y a un truc, j'ai une copine, une fois par mois, on se voit et on mange des gambas à gogo. Et c'est horrible parce que ces gambas à gogo, elles sont à l'ail et tout, et moi je digère pas l'ail, je digère pas ce trop plein de protéines, enfin bref, je digère pas ça. Et mais j'adore ça. Ouais. Gustativement parlant, j'adore ça. Mm. Et du coup, le lendemain, quand je me réveille, le lendemain d'un gambas à gogo, j'ai la gueule. Je me sens comme si j'avais la gueule de bois. Pourtant, je bois Mm. pas d'alcool quand j'en mange, mais c'est comme si j'avais la gueule de bois. Je me sens mal, mal. Je dors pas de la nuit parce que j'ai trop chaud, parce que c'est trop salé. Je suis assoiffée et tout. Eh ben, une fois par mois, ben, j'accepte de me sentir comme ça Ouais. après parce que ça me fait plaisir de voir ma pote, qu'on bouffe des gambas et puis voilà. Mais Et je sais que j'ai mal le lendemain, mais ouais, c'est OK. Voilà. c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a plus de dogme, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste qu'est-ce qui là, pour moi, va être juste, qu'est-ce qui pour moi, là, va être bien. En fait, tu fais, après, tu fais bien ce que tu veux. Et je Ouais. crois pas, je crois qu'en fait, une fois que tu as fait ce processus de t'aimer et de t'accepter sans que ça soit une injonction, en fait, généralement, tu as plutôt envie de te sentir bien, quoi. Ah ouais, Généralement, grave. t'as plutôt envie d'aller vers ça, quoi. Enfin, tu vois qu'est-ce qui fait que tu te sens bien, qu'est-ce qui fait que tu as une autre énergie, qu'est-ce qui fait que tu es dans un bon mood. Bref, on s'égare sur l'énergie, le bonheur, le bien-être. Mais qu'est-ce que le bonheur et le bien-être si on ne parle pas de la perte de poids? Voilà. Donc, non, évidemment, c'est ironique, c'est un petit peu pour tourner ça en dérision. Non, donc tu disais que toi, sans y prêter aucune attention, tu perds 50% du poids que tu avais pris de manière très, très progressive. Qu'est-ce qui se passe après ça? Alors, ben, déjà, ce qui se passe après ça, c'est que je retrouve un confort corporel que j'avais pas quand,
quand j'avais pris pas mal de poids. Donc, ben, à ce moment-là, je suis pleinement bien parce que je me ressens confortable dans mon corps, disons. Et ça, c'est aussi important. Autant que, voilà, que de faire la paix avec l'alimentation, se sentir confortable, c'est important. Enfin, Ouais, en tout cas, pour mon bonheur à moi, c'est important. c'est Et hyper ça me bon. permet de mettre mon énergie ailleurs. Quand je me sens confortable au niveau de mon corps, Ouais. ça me permet de... Puis là, je parle pas du tout d'une histoire de poids. Je parle vraiment d'un confort. Et après, moi, voilà, j'ai eu envie de... Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure quand on a discuté les deux, je me suis remis des objectifs sportifs. Pour moi, le sport, ça avait beaucoup d'importance dans ma vie avant. Ça a de nouveau pris pas mal de place dans ma vie maintenant. Euh, Encore une fois, dans un terme de bien-être, parce que ça aussi, bon, je dois dire que j'ai trouvé une coach sportive qui est absolument géniale, qui connaît tous mes antécédents, qui sait tout ce par quoi je suis passée. Elle est passée par un peu la même chose aussi. Est-ce qu'elle a écouté notre premier entretien? Mais en fait, justement, je crois que je lui ai pas fait écouter et je me suis dit qu'il fallait que je lui fasse écouter. Ouais, je vais le faire. Élise, Élise. Ouais, c'est nul. Et moi, avant, dans ma manière de pratiquer le sport, j'étais aussi pleine d'injonctions. C'est-à-dire que, par exemple, si je suivais un plan sportif, si un jour je devais faire du fractionné et puis que ce jour-là, je me sentais pas monstre en forme et puis que je j'arrivais pas au bout de mon entraînement, j'allais me dire t'es nul, t'es même pas capable de tenir ton entraînement, n'importe quoi, t'es pas fait pour être une coureuse. Enfin voilà, j'allais toujours me remettre en question. Là, avec cette fille, en fait, son job, c'est d'adapter son entraînement à moi. Et si moi, un jour, je suis pas en forme, eh ben, il n'y a pas de problème, en fait. On enlève l'entraînement, on le déplace, on le modifie. Euh, Elle est là pour ça et elle est là pour que j'apprenne à faire les choses selon moi et que j'apprenne à m'écouter parce qu'en fait, on entend trop, faut arrêter de s'écouter, c'est nul, s'écouter, allez, faut y aller, faut gagner, faut se battre. C'est pas vrai, en fait. Faut s'écouter à mort. Puis quand on s'écoute, on va vachement plus loin parce qu'on adapte les choses à nous-mêmes. Et moi, du coup, voilà, je me suis remis des objectifs sportifs. Je me réentraîne de manière assez intensive, avec énormément de plaisir. Mais quand j'ai pas envie de mettre mes baskets, ben, je les mets pas, puis je repousse. Enfin, je veux dire, voilà. Je pratique mon activité sportive comme je m'alimente, c'est-à-dire que je le fais vraiment pour me faire du bien. Hmm. Et puis, c'est pas pour perdre du poids parce que j'ai trop mangé hier ou c'est pas pour... Et puis, dans cet objectif de pratique sportive, j'ai eu envie, en fait, elle m'a conseillé parce que moi, comme j'ai toujours, je me suis toujours alimentée dans un objectif de perte de poids, j'ai jamais appris à m'alimenter dans un objectif sportif, donc je ne sais pas qu'est-ce que je dois manger pour me sentir bien le jour d'une course, je ne sais pas ce que je dois manger au ravitaillement d'une course, et elle m'a conseillé d'aller voir une diététicienne sportive Hmm. que je suis allée voir et qui connaît aussi tous mes antécédents et tout ça, qui n'a pas vu la vidéo non plus, mais je vais aussi lui dire d'aller regarder. Et maintenant, je peux suivre un plan alimentaire Mhm. de manière très souple, parce que bien sûr que dans mon plan alimentaire, il n'y a pas de Magnum, double chocolat, il n'y a pas de tout ça, mais que si dans 10 minutes j'ai envie d'une Magnum double chocolat, je la mange. Enfin, Ouais. je veux dire, donc, tout en restant hyper souple, j'apprends à m'alimenter de manière optimale pour ma pratique sportive. Mhm. Et je peux le faire maintenant parce que c'est plus une injonction. J'aurais pas pu le faire il y a 2 ans. Mhm. Si elle m'avait fait un plan alimentaire sportif, j'aurais suivi ça à la lettre. Je me serais trouvée hyper nulle si j'arrivais pas à le suivre. Voilà. Maintenant, je peux suivre un plan pour me faire du bien et pour aller là où j'ai envie d'aller. Je veux Mhm. dire, c'est aussi simple C'est que ça. c'est quoi la différence là? Tu viens de dire il y a 2 ans, je pouvais pas. Aujourd'hui, je peux. C'est quoi la différence entre la Élise d'il y a 2 ans et la Élise d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Élise, la même personne, la même femme, est capable de tenir un plan alimentaire, tenir, c'est un très mauvais mot, d'avoir un plan alimentaire, alors qu'à l'époque, c'était pas possible et que ça donnait lieu à des troubles du comportement alimentaire, des compulsions, à de la détestation, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent entre ces deux Élise? Bah, c'est que maintenant, je tiens pas un plan alimentaire. C'est que Merci. maintenant, je le tiens pas.
je peux adhérer à un plan alimentaire du moment qu'il est en adéquation avec comment je me sens bien. Enfin, je tiens plus rien maintenant, hein. Je m'impose pas de tenir des choses. Tu A- t'offres. Avant, j'aurais suivi un plan alimentaire, je l'aurais suivi à la lettre, j'aurais eu aucune souplesse. Et puis, je me serais, toute mon estime de moi aurait été liée au fait que je tiens ou non. Maintenant, je tiens rien parce que toute mon estime de moi est liée à complètement autre chose. Donc, ouais, j'ai plus besoin de tenir un plan, en fait. Ça, c'est Alors, fini. là, pour moi, ce petit moment-là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment une clé énorme. Dans tout l'entretien qu'on a eu, c'est une clé énorme. Souvent, on me pose la question, on me dit, Haïdar, est-ce que toutes les personnes qui suivent un plan alimentaire, est-ce que toutes les personnes, parce que moi, j'ai l'impression de voir des gens qui ont un cadre alimentaire, qui respectent leur cadre alimentaire, mais qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire. Alors, c'est bien la preuve que tu n'as pas raison. Nanana. En fait, quelle est la réponse à ça? Et là, Elise, tu viens de nous l'offrir magistralement sur un plateau. La différence entre quelqu'un qui peut avoir un plan alimentaire et quelqu'un qui ne peut pas avoir un plan alimentaire, c'est à quel point le respect de mon plan alimentaire met en jeu ma sécurité en termes d'identité, de valeur que je m'accorde et de sécurité émotionnelle. À partir du moment où mon plan alimentaire, mon poids, mon reflet vont me dire si je suis une bonne ou une mauvaise personne, alors je suis incapable d'avoir un plan alimentaire et d'avoir de la liberté. Il faut absolument d'abord que je m'occupe de ça. À partir du moment où le plan alimentaire est là comme un outil que je peux utiliser ou pas, en fonction de où j'en suis, de ce que je veux, mais qu'on s'en balèque. C'est-à-dire que ça, parce que c'est dans la pyramide, hein, le balèque, qu'on s'en balèque dans le sens où, en fait, c'est un outil, et cet outil, il est là, et je peux en disposer ou ne pas en disposer. Ma valeur n'est pas attachée à ça. Je sais que je suis OK, que je suis valable, que je suis aimable, que j'existe, que je suis quelqu'un qui a de la valeur intrinsèquement. Ça n'a rien à voir avec est-ce que j'ai mangé le McDonald's double chocolat ou pas. Et à partir de ce moment-là, oui, tu peux avoir ce cadre. Mais, et puis, en fait, c'est valable pour tout. Parce que du moment que tu as assez de sécurité intérieure en toi pour vivre ta vie euh, comme toi tu l'entends, ben tu peux commencer des études parce que de nouveau, tu vas pas, enfin, toute ton identité ne va pas dépendre de ta réussite ou non. Tu peux suivre un plan sportif parce que tout ne va pas dépendre de si tu suis ton entraînement ou non. En fait, ça te permet, ça t'ouvre des possibilités que tu n'avais pas avant. Vraiment. Mm. Et tout, en fait, parce que moi, non seulement je tenais pas mes plans, enfin voilà, j'avais toujours l'impression de devoir lutter pour faire les choses, mais pas seulement dans l'alimentation. J'avais cette image de moi que j'étais quelqu'un qui ne tenait rien parce que j'avais l'impression de jamais aller au bout des choses. Mais en fait, quand on est trop rigide, on peut pas aller au bout des choses. On peut pas parce que c'est pas humain. Quand on met de la souplesse, quand on a suffisamment de sécurité intérieure pour se faire confiance, on peut aller au bout des choses. Et toute ma vie ne tient pas à ça, en fait. Ouais, là-dessus, ça me paraît extrêmement hyper important. Et du coup, aujourd'hui, euh, concrètement, au quotidien, comment est-ce que ce plan alimentaire prend forme dans ton quotidien et quelque part, comment est-ce que ça te fait te sentir? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que toi, tu es avec ton corps et la nourriture? Alors, en fait, ce plan alimentaire, il sert essentiellement à ce que je mange assez de glucides parce que pendant très très longtemps, moi, j'ai beaucoup diabolisé les glucides, le sucre Bah oui, plus addictif tellement que la cocaïne. dépendant plus que la cocaïne. Voilà, en fait, on est en train, avec tout ça, on est en train de créer des troubles chez les gens À fond la caisse, ouais. et alors que, en fait, le sucre, il est nécessaire, c'est même le combustible premier du corps, mais tout ça, enfin, et du coup, moi, ce plan, il me sert à m'assurer que j'ai un apport suffisant en glucides dans ma journée pour pouvoir avoir une pratique sportive optimale et puis pour pouvoir récupérer, parce que ça aussi, ce qu'on oublie, c'est que quand on fait du sport, le premier truc qu'on brûle, c'est le sucre, et puis qu'après,
Le sport, il faut manger du sucre parce que on en a, enfin moi j'en ai besoin vraiment. Et puis moi avant, ben je mangeais, voilà, j'en mangeais très peu. Et du coup maintenant ça me permet de me sentir vraiment hyper bien. Je fais attention à ça, d'avoir un apport de. Et puis finalement c'est surtout à ça que je fais attention, pas à grand chose d'autre. Ouais. Mais c'est sûr parce que moi j'ai une alimentation, mes goûts sont assez, moi j'adore les légumes, enfin voilà, je suis très, donc j'ai une alimentation qui me convient bien, qui est confortable, j'ai une bonne digestion, donc c'est finalement un peu seulement à ça que j'essaye de faire attention, de bien m'hydrater aussi. Et puis bah, maintenant j'ai vraiment une alimentation hyper confortable, quoi, qui me convient. Et puis j'ai pas peur, enfin et même. Enfin, je sais pas, moi, je sais que j'avais peur aussi d'être invitée, j'avais peur. Euh, ouais, c'était une grosse source d'angoisse pour moi, en fait, dans ma vie, de ça, de manger. Si je mangeais beaucoup à midi, il fallait pas que je mange le soir parce que c'était pas normal d'avoir faim le soir si j'avais beaucoup mangé à midi. Maintenant, je m'en fous. Enfin, et j'ai vraiment une alimentation hyper confortable, Mm. hyper confortable. Mm. Mais après, ça ne veut pas dire que là, on a été en vacances 2 semaines à la montagne. On a des voisins qui étaient en vacances en même temps que nous. On a fait apéro sur apéro, machin. Eh ben, là, pendant cette semaine-là, j'étais un peu, voilà, parce que j'ai mangé beaucoup de chips, j'ai bu de l'alcool, j'ai, voilà. Mais, et alors, enfin, je veux dire, après, on est rentré. J'ai remangé comme je mange d'habitude. Et puis en 2 jours, c'était oublié en fait, l'inconfort. Et du coup, est-ce que tu vois beaucoup de fluctuations de poids? Est-ce que tu prends des 2, 3 kilos, tu en repères, Pas tu du, en... pas du tout. J'ai plus aucune fluctuation de poids. J'ai un poids. Enfin, après, je le sais pas au gramme près, hein. Ouais, Enfin, mais je sens que j'ai un poids ultra stable. Au contraire, avant, j'allais au resto, le lendemain, je me pesais, j'avais pris 2 kilos. Alors maintenant, je suis persuadée. Alors peut-être que je prends 2 kilos parce que sûrement quand on mange plus gras, plus salé, qu'on boit un peu d'alcool, on fait un peu de rétention d'eau parce que le corps il a besoin d'eau pour digérer tout ça. Donc probablement que, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je sens que j'ai vraiment un poids ultra stable et sans aucun effort. J'ai vraiment, enfin, là, je suis persuadée que je brûle autant de calories que j'en mange et je mange tout ce qui me fait plaisir quand ça me fait plaisir. d'accord. Ok, ok, très clair. Euh, un des éléments dont on n'a pas encore parlé, c'est l'aspect esthétique. Est-ce que tu trouves ton corps plus esthétique? Et est-ce que ça a une importance? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, que tu quêtes? Est-ce que, il y a une envie, d'esthétisme, de recherche, de quête d'esthétisme? Alors, beaucoup moins. En fait, pendant des années, j'ai cherché à changer mon corps. Je voulais ressembler à quelqu'un ou quelque chose auquel je ne pouvais pas ressembler. Maintenant, j'ai accepté que mon corps, il est comme il est. Et j'ai toujours des complexes, il y a toujours des parties de mon corps qui me plaisent moins que d'autres, mais euh, je cherche plus à les modifier. Je peux, enfin, voilà, j'ose, ouais, j'ai plus de problème à montrer mon corps tel qu'il est. En fait, ça a plus tant d'importance que ça. C'est Mm. important que je me plaise. Alors, j'ai du plaisir à me faire jolie, à m'habiller comme j'aime. J'ai du plaisir en fait, maintenant, c'est surtout une histoire de ressenti. J'aime me sentir bien. Et puis, c'est plus lié à mon tour de taille, mon tour de fesses, mon tour de cuisse. En fait, ouais, je suis bien comme je suis. Je cherche pas à être différente, mais surtout, c'est important comment je me sens dans mon corps. Et ça, je me sens bien. Voilà. Ok. Je suis en quête de ça, vraiment. Et puis le reste, ouais, le bourrelet quand je suis assise, tout ça, je m'en balèque complètement, Mm. franchement. Hyper de l'entendre. Euh, on arrive gentiment vers la fin de cet entretien. Si on prend un peu de recul sur ces 2 ans, euh, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie
et comment la vie est différente entre la Élise tourmentée que j'ai eue et qui était là à l'époque, il y a 2 ans, et la Élise d'aujourd'hui. Comment est-ce que ta vie a changé? Ton bien-être, ton bonheur. En fait, ça a beaucoup changé. C'est que, enfin, c'est que maintenant, j'ai plus peur. Je, je suis confiante. En fait, ouais, j'ai plus de crainte, mais pour de vrai. Enfin, je- j'ai complètement changé ma vision de la vie en général. Aussi, euh, je, en fait, j'ai la foi. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai la foi en la vie, en qui je suis. Euh, je suis vraiment hyper sereine. Il peut se passer beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, dans la vie, je vais continuer à avoir des choses difficiles, je vais continuer, mais je me sens armée, je me sens confiante, vraiment. Mm. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le côté fondamental qui a changé depuis le début de ma transformation, parce que c'est sur plusieurs années, parce que déjà avant toi, j'avais commencé. Donc, j'ai vraiment, ouais, en fait, je sais pas, je m'aime, quoi. Je, j'aime qui je suis, je suis tolérante avec moi-même, et puis j'ai pas peur. Il pourrait se passer n'importe quoi. Mm. Je sais que je suis armée pour y faire face. Ouais. C'est marrant, cette confiance, c'est vraiment un truc que je retrouve chez toutes les personnes. Alors d'abord chez moi, complètement, et chez toutes les personnes, en fait, quand on termine l'accompagnement et après, il y a vraiment ce truc de, en fait, ça va bien et Ouais, ça va bien aller. Et ça veut pas dire que tout est rose et qu'il n'y a plus de problème. Ça veut juste dire que j'ai cette foi. Et moi, quand tu dis j'ai la foi, je vois bien, en fait, ta foi en toi. Et ça, ouais. ouais, c'est infiniment génial. En même temps, tu as dit à quel point le parcours il avait été difficile, long. On a aussi parlé du fait de l'investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Question très bête. Est-ce que, avec le recul, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que si c'était à refaire, tu referais tout pareil ou est-ce que tu ferais les choses différemment? En fait, si c'était à refaire, je ferais tout ça plus tôt. Non, mais franchement, parce que voilà, franchement, c'est la seule chose, je dirais, que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir eu accès à tout ça plus tôt. Parce que je vois autour de moi, je vois ma famille, je vois. En fait, il faut de l'énergie pour entreprendre un travail comme ça. Il faut vraiment de l'énergie. Et puis, il faut du temps, il faut sentir qu'on a du temps. Et, moi, ben, voilà, bon, après, maintenant, je suis pas si vieille, mais je pense que je regrette un tout petit peu de ne pas avoir découvert tout ça plus jeune. Parce que Hmm. je pense que j'aurais pu euh, vivre heureuse et sereine plus tôt. Après, peut-être que si j'avais rencontré ça plus tôt, j'aurais pas été prête. Enfin, voilà, je veux dire, je veux en tout cas pas m'en vouloir pour ça, Ouais. non. Mais évidemment que ça en valait la peine, évidemment qu'il y a un avant, un après, évidemment que ouais, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie. Et puis ça continue, en fait, ça fait que je fais les bons choix maintenant pour moi. C'est fou comme, en fait, ça se ressent dans tout. Maintenant, je suis capable de choisir les bonnes personnes, je suis capable d'oser demander de l'aide, je suis capable de... C'est fou, avant, je me rappelle, tous les praticiens que je voyais, ils me convenaient pas. J'allais voir un ostéo, ça me convenait pas. J'avais l'impression j'avais la malchance, en fait. Et maintenant, tout ce que j'entreprends, ça marche, ça fonctionne. J'ai l'impression que ça, ouais, je vois tellement le bénéfice dans ma vie, mais sur tous les plans. Au boulot, ça roule, avec mes enfants, ça roule, dans mon couple, ça roule. Mais pourtant, fondamentalement, tout le reste autour, il n'a pas changé. Et puis, les difficultés, elles sont toujours là. Mais moi, je suis armée. Moi, je suis là, j'expérimente. Tout est différent. C'est fou comme ça change tout, vraiment. Et ça, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Vraiment, hein, pourtant, j'en ai fait des thérapies et tout avant.
Et je suis jamais arrivée à ce niveau-là de bien-être et de contentement, quoi. Ça a tout Oui, changé, vraiment. je suis hyper heureux de l'entendre et je me reconnais là-dedans. Enfin, c'est vraiment un processus qui demande de l'investissement, mais qui en vaut tellement la peine. Et je suis trop heureux d'entendre ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont là, hein, de nous écouter? Je sais qu'il y a beaucoup de ce que j'appelle la majorité silencieuse. C'est des gens qui regardent toutes les vidéos, mais qui ne commentent pas, qui ne likent pas, qui ne prennent pas l'appel, qui restent euh, dans leur coin, juste qui suivent, qui regardent et qui essaient de se débrouiller. Quel message t'aimerais faire passer à ces personnes, aux personnes qui ont peur, aux personnes qui doutent, aux personnes qui, elles, sont encore dans l'ancien paradigme et dans la galère? Bah déjà que j'ai beaucoup d'amour pour eux enfin, je sais à quel point ils galèrent, je sais à quel point c'est difficile, je sais à quel point ça fait peur en fait de changer, d'entreprendre un truc, c'est vrai. Et puis je pense qu'il y a des périodes où on n'est pas prêt à ça. Il y a des périodes, moi je sais pas, je pense que quand on vit un deuil, quand on vit vraiment des choses, des histoires de vie hyper difficiles et tout, c'est difficile de se dire que on va trouver l'essence parce que des fois ça peut paraître des fois les troubles alimentaires, enfin pour moi les troubles alimentaires c'est le sommet de l'iceberg en fait parce que tout ce qu'il y a à travailler c'est en dessous et ça peut faire peur, et puis on peut se dire ouais mais bon j'entends aussi les troubles alimentaires c'est des problèmes de riches machin et en fait le problème il est pas du tout là et je pense que oser demander de l'aide, même, puis de trouver en fait, d'oser trouver ce qui peut nous convenir et puis d'oser au moins en parler, sortir du silence. Enfin, on mérite tous de se sentir un minimum bien, enfin, de juste pouvoir vivre sa vie, juste pouvoir vivre sa vie en fait. On mérite tous de se sentir suffisamment bien, suffisamment confortable pour vivre sa vie. Et je sais que c'est difficile, mais je pense que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est d'aller à sa propre découverte. Franchement, c'est l'investissement d'une vie, mais ça en vaut tellement la peine, quoi. Et puis, bah, le genre d'accompagnement que tu proposes, ça permet vraiment, vraiment d'aller à sa propre rencontre. On te rencontre toi, mais on se rencontre soi à travers tes mots, à travers ta bienveillance. Enfin, il n'y a pas de risque, en fait, je crois. Il n'y a pas de risque à essayer de se faire aider. Au pire, on en reste au point où on en est, quoi. Si c'est trop dur, Tu crois que c'est si... possible, ça, que d'en rester au point où on en est, avec la pyramide, avec l'accompagnement? Tu penses que ça peut laisser quelqu'un au même point? Je pense que ça peut si la personne, elle le fait pas. Parce que je pense qu'il y a des Ah oui, personnes ah oui, ça c'est sûr, oui. Non, mais je pense qu'il y Oui, a oui, des c'est gens pas qui une peuvent baguette payer magique. un accompagnement et puis faire l'autruche. Moi, j'étais du genre à faire ça avant. Ouais. Si ça devient difficile, si ça me heurte un peu trop, si je commence à être inconfortable, hop, j'arrête tout, je laisse tout de côté, je donne plus signe de vie. Ouais. Je- voilà. Donc, oui. Et ça, Mais c'est ma responsabilité à moi dans ce genre de cas, parce que bien sûr que ça arrive, des personnes comme ça. Mais en fait, c'est de ma responsabilité d'être proactif par rapport à ces personnes et d'aller euh, les chercher jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'elles sont venues chercher. ouais. Mais oui, alors non. Alors, je pense que si on fait le processus, c'est pas possible de rester au même point. Ouais, ouais. Non, c'est sûr que sans rien faire, sans passer à l'action, c'est pas possible. Mais c'est pour ça aussi que j'ai des appels de bilan. C'est évidemment pour que la personne elle puisse avoir un feedback sur sa situation. Mais moi, ça me permet aussi, bah, du coup, de rencontrer des profils de personnes avec qui je sais qu'on va pouvoir travailler, avec qui je sais. En fait, j'arrive à déterminer la maturité, entre guillemets, ça ne veut pas dire la maturité globale, mais la maturité à se lancer dans le processus de pacification alimentaire. Et l'élément payé, l'élément je mets de l'argent là-dedans, pour moi, c'est vraiment le premier exercice de la pyramide. C'est à un moment donné, dans ma vie, est-ce que je considère que mon bien-être, ma santé physique, psychique, mentale, spirituelle est suffisamment importante pour que j'investisse de l'argent dessus? Et à partir du moment où les gens font ce choix, ça me donne déjà un indice sur le fait que, OK, il y a un vrai truc qu'on va pouvoir
qu'on va pouvoir exploiter. Mais effectivement, tout le monde n'en est pas là. En, en tout cas, c'est un très bon investissement. Vraiment. C'est pas moi qui dirais le contraire. Élise, je crois que on a fait le tour. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient que tu aurais envie de partager avant qu'on se dise au revoir? Ou est-ce que tu préfères le garder pour dans 1 an, 5 ans, lors de notre prochain entretien? Bah moi, moi, Edar, j'aimerais juste te dire à toi merci parce que même si on n'a plus de contact régulier, même si voilà, je te suis, je regarde tes vidéos et je pense sincèrement que ça fait du bien. Que même maintenant où j'en suis, encore, ça, c'est des piqûres de rappel et ça fait du bien. Et en fait, je te trouve hyper courageux parce que je trouve que, que le courage que tu as de démonter les choses sans jamais être cassant, sans jamais être... il faut vraiment une force pour ça parce que je pense que c'est hyper important d'être militant. Quand on est passé par là, on aurait envie que tout le monde ait cette paix, que tout le monde voilà, découvre cette vie-là. Mais je trouve qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui véhiculent du coup un message de haine un peu envers une autre manière de penser ou d'autres. Et je trouve que toi, tu arrives vraiment à démonter les choses sans jamais véhiculer un message de haine. Et en fait, je trouve que c'est hyper important. Je trouve que tu fais du bien, tu vois. Je trouve que... Et puis d'ailleurs, ça se voit dans les réactions euh, de la plupart des personnes que tu démontres, en fait. C'est que souvent, Hmm. ça leur permet à elles d'aller plus loin et de voir un autre mode de pensée. Et ouais, je trouve que c'est trop bien. Et je pense que tu offres vraiment un contenu de qualité, même gratuit, même sans forcément payer et tout ça. Je trouve que déjà, tu offres une vision. Après, je pense que l'accompagnement, il est primordial quand on est vraiment dans cet état d'esprit restrictif. Le contenu gratuit, il suffit pas parce que, parce Hmm. que moi, j'en ai beaucoup mangé avant de me sortir de ça. Mais je trouve voilà, que tu véhicules vraiment quelque chose d'hyper généreux et ça fait du bien et c'est cool. Et je trouve qu'il faut que tu continues, quoi. Eh bien, écoute, ça fait beaucoup de bien à entendre. Merci beaucoup, Elise, pour ton feedback. Ça me fait hyper plaisir. Ça m'encourage parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et je t'avoue que des fois, j'aimerais bien qu'il y ait, que ce message il soit entendu par plus de monde. J'aimerais bien que la chaîne YouTube, elle explose, qu'on ait des milliers de personnes qui viennent vers la pacification alimentaire. Mais finalement, c'est un processus qui prend du temps. C'est quelque chose qu'on est en train de construire petit à petit. Et toi, au travers de ton vécu, de qui tu es et de ce que tu offres encore aujourd'hui généreusement ici sur la chaîne, ton témoignage, ton histoire de vie, ta personne, de manière hyper courageuse, hyper spontanée, et en plus avec ce talent pour choisir les bons mots et les disposer correctement, bah, tu fais du bien et tu contribues et tu mets ta pierre à l'édifice et elle est magnifiquement importante. Donc merci beaucoup une nouvelle fois d'avoir pris de ton temps, ton énergie et d'avoir offert ça pour moi, pour la pacification alimentaire, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter dans le futur. Je vais simplement conclure ici en te souhaitant encore beaucoup de sérénité, beaucoup de joie, beaucoup de, beaucoup d'alignement et, euh, et j'espère à très bientôt. En tout cas, tu seras toujours la bienvenue sur la chaîne YouTube. Merci Aïdar, à bientôt, peut-être ouais, dans 1 an. On verra où j'en suis. Yes. Au revoir, Elise. Ciao Aïdar. Si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est probablement parce que l'histoire de Élise a résonné avec vous. Sachez que vous avez toujours la possibilité de réserver votre créneau horaire pour le bilan personnalisé gratuit. Je sais que parfois ça peut être un petit peu effrayant ou questionnant, mais je vous encourage à prendre l'opportunité de changer de paradigme, à prendre l'opportunité de sortir de vos obsessions alimentaires, d'être enfin libre et de vivre la transformation que vous avez vue dans cet entretien. Moi, je me réjouis de faire votre connaissance, je me réjouis de discuter avec vous de vive voix, mais pour ça, il faut que vous cliquiez sur le lien qui s'affiche en premier commentaire ou
en description. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et activer clochette, la petite cloche. Si vous avez la moindre question ou remarque, on serait vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette conversation. Donnez-nous votre opinion en mettant un commentaire en dessous de cette vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et on vous dit à la prochaine. Au revoir.